Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020. Il sonne 11h et c'est le début de notre messe quotidienne, le Club de la Presse. Je sais que vous êtes présents dans vos églises, temples et mosquées, un peu partout à Lomé, ici, à Neho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassar, à Dapaon, un peu partout dans vos pays d'accueil sur les 5 continents. Eh bien, c'est vous toutes et vous tous que nous saluons à l'entame du Club de la Presse de ce jour. Accompagnement technique, Victor Gwekakou Michel, Tomenga et Giro Dakoucha. Les invités s'installent le temps de vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est mercredi, nous allons partager quelques titres du journal magazine Santé Éducation portant sur la santé naturellement. Nous allons accorder un grand moment à l'acte qui a été posé, au double acte qui a été posé hier à l'Assemblée nationale, à savoir la prorogation par les députés de l'état d'urgence sanitaire et de la loi d'habilitation au gouvernement pour organiser dans l'urgence et l'efficacité la réponse à la Covid-19 et également quelques informations portant sur l'économie. Alors pour cela, les invités, comme je l'ai annoncé, ils sont en train de s'installer. Commencez justement par l'invité en majuscule. Il s'agit de Dr Aoussi Sossinou. Bonjour Dr Aoussi. Bonjour Monsieur Sass. Eh bien vous êtes médecin de santé publique, mais depuis quelques années vous êtes le secrétaire général au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour éclairer notre lanterne sur la problématique de la réponse à la Covid-19. Merci beaucoup, Monsieur Sass. Je veux saluer également vos collègues qui sont ici présents et saluer tous les auditeurs. Les auditrices également, avec en tête notre ministre, le professeur Moustapha Mijiawa, et l'un de vos confrères médecins. Il est de ceux avec qui on a commencé cette campagne de sensibilisation. Il s'agit de Dr Hassan Hamadi, qui est un peu disparu des circuits quelque temps. Je ne sais pas s'il est en mission ou si vous l'avez envoyé quelque part. Non, il est un peu indisposé ces derniers temps. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne le voyez plus régulièrement. Merci. On le souhaite prompt rétablissement. Effectivement. Voilà. Docteur Hassan Hamadi, si je ne me trompe, il a été notre tout premier invité ici, médecin, avant même que le Togo ait décrété l'état d'urgence. Le Club de la Presse, Canal FM, nous avons initié cette série d'émissions. À vous, docteur Hassan, à tous vos confrères, à tous les invités passés, présents et à venir, nous vous saluons. Eh bien, au plateau avec Adam Adjronou du journal Vision d'Afrique. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour Sass. Bonjour auditeurs, auditrices branchés sur la 93.5. Merci. Il n'est pas innocent, mais il se dit béni. Lui, c'est Sylvestre. La manchette. Bonjour. Oui, bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Abbas Issaka de Le Magnan Libéré, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auteurs et autrices de Canal FM. Et Santé Éducation qui change de visage, de nom et de voix aujourd'hui. Pour Santé Éducation, c'est Zabdiel Mignake que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sass et bonjour à tous et à toutes. Comme quoi les noms peuvent changer, mais Santé Éducation reste et demeure. Exactement, il faut le changement. Merci beaucoup. Eh bien, cette émission, nous l'entamons avec ces deux brèves informations. Sylvestre Béni, pendant que nous sommes dans ce studio, il y a notre confrère Ferdinand Messan Haïté du journal L'Alternative qui comparaît devant la justice suite à la plainte déposée contre lui et son journal par Fabrice Adjakli. C'est cette affaire qu'il est convenu d'appeler le Pétrole Gate. Oui, en effet, parce que normalement le procès devait commencer il y a quelques mois, mais reporté pour le fait que la partie plaignante devait donc verser une caution avant qu'on ne puisse débuter donc le procès. Aujourd'hui, c'est fait et selon nos informations et nos confrères, ils sont nombreux, donc notre confrère Ferdinand est présent aussi. Et on sait que c'est une affaire qui défraie la chronique depuis des années, hein. Surtout
bon, je dis depuis des mois, parce que le confrère avait quand même sorti un article qui révélait donc un certain nombre de dysfonctionnements dans la cellule donc qui s'occupe donc du pétrole. Et Fabrice Adiaki, vous l'avez si bien dit, donc a jugé bon donc de porter l'affaire devant les tribunaux, et c'est fait. Donc aujourd'hui, donc on peut dire que le procès va commencer. Et ça, c'est en ce qui concerne Ferdinand Haïté. Je ne sais pas s'il faut encore revenir là-dessus, sauf qu'il y a aussi un autre confrère. Oui, on termine avec l'alternative Ferdinand Messan Haïté. Ce journal qui, hier encore, publiait un autre épisode de cette affaire. L'alternative qui publie hier à la page 3, Pétrole Gate, les folles dépenses du comité sectoriel de fluctuation des prix des produits pétroliers. L'alternative qui faisait également mention d'une tentative d'entrave à la mission des inspecteurs. Et sur le sujet, Liberté qui écrit ce matin que toujours dans l'affaire Pétrole Gate au Togo, c'est l'ONG Reporters sans frontières qui a sorti un communiqué au terme duquel on lit que la condamnation du journaliste à l'origine des révélations enverrait, c'est au conditionnel, un message désastreux. Et hier, autre association de journalistes, c'est JIDO, journaliste des droits de l'homme, qui invitait la justice à se montrer vraiment juste dans ce procès, parce que une condamnation abusive de l'alternative de son directeur laisserait place à d'autres polémiques. Maintenant, vous voulez partager également avec nous une autre information Oui, justement, peut-être pour clôturer l'affaire concernant donc Ferdinand Haïté, je me dis que ces deux organisations sont dans leurs droits. Vous savez, et il est reconnu au Togo d'avoir donc les plus beaux tests en ce qui concerne donc notre corporation, mais sauf que c'est au niveau donc des restrictions des libertés que le problème se pose. Donc vous voyez, donc on invite justement la justice donc à dire le droit, à dire leur droit dans cette affaire, pour que les Togolais soient véritablement situés. Vous voulez partager avec une autre information justement, sur la presse? Justement, pas important sur la presse, il y a un autre, pardon, il y a aussi un autre confrère qui est convoqué ce matin par le Street, c'est-à-dire l'ancien SRI, parce qu'il aurait du moins publié une information concernant le prophète Isaïe. Donc le confrère, je l'ai eu au téléphone hier, même ce matin. Actuellement, il est dans les locaux donc du Street. Je voulais en fait comprendre un certain nombre de sujets, mais comme l'affaire est en cours, mais sauf que le confrère m'a ouvertement dit que c'est un point de presse que le prophète a donné, et il n'était pas seul. Il m'a donné donc le nom de d'autres confrères que je ne peux pas citer à l'antenne. Donc comme l'affaire est en cours, donc on va observer cela et puis on reviendra pour situer l'opinion. Lequel prophète lui-même a comparu, a répondu à une convocation de la gendarmerie. Il semble que hier déjà, il aurait dû comparaître devant le procureur de la République, et le confrère dont vous parliez est convoqué à la gendarmerie pour avoir couvert la conférence de presse du prophète Isaïe, c'est ça? Bon, en réalité, nous ne savons pas pour l'heure ce qu'on lui reproche, mais sauf que c'est pour une affaire, le concernant. Et donc mais comme vous savez que le prophète Isaïe est déjà dans les locaux donc de Street, donc c'est sûrement sur cette affaire là, parce que le confrère a couvert un point de presse donc de ce prophète là, et il n'était pas seul. Attendons courant de la journée, peut-être que le confrère après avoir répondu à la convocation sortirait libre, et nous saurons l'objet, le pourquoi et le comment de cette convocation. Je sais que le sujet vous intéresse, mais souffrez qu'on passe. Non, c'est pour vous la dernière information pour venir de la justice. Oui. Le dossier de Petrogate a été accepté. Oui. Donc le procès a démarré. Avec la présence effective de Ferdinand Haïté là-bas. Merci beaucoup. Et nous sommes le 16 septembre 2020. Il y a de cela déjà 26 ans que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. La couche d'ozone, ce fragile écran gazeux qui protège la Terre des rayons dangereux du Soleil, et ceci pour préserver la vie sur la Terre. Les informations portant sur le dérèglement climatique,
le réchauffement climatique, nous le savons, longer la côte de Keita jusqu'à Nero, et vous le sentirez. Et si vous suivez les informations, vous verrez que toute la côte pacifique des États-Unis d'Amérique est en feu, en flammes. Et sur les manifestations du réchauffement climatique, Togo Matin nous écrit ce matin que ces manifestations du réchauffement climatique deviennent de plus en plus spectaculaires et les événements météorologiques extrêmes se multiplient et mettent à rude épreuve le vécu des populations partout sur la terre. Même chez nous ici au Togo, Adam Andronou, les pluies diluviennes causent des dégâts, des inondations, des maisons qui s'écroulent. Le ministère de la Sécurité annonçait hier que nous avons déjà perdu 6 compatriotes dans ces inondations. La situation n'est pas meilleure en Afrique de l'Ouest depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Raison de plus pour nous convaincre que nous devons nous rendre compte de ce réchauffement climatique et adapter nos comportements en conséquence. Adam ? Oui, que vous vous intéressez à l'environnement ou pas, je pense que les conséquences n'ont pas de limite et tout le monde pratiquement est concerné. Et je crois qu'aujourd'hui, le bon sens voudrait quand même que nous, populations, nous puissions adopter les meilleures options pour pouvoir donc protéger cette couche d'ozone-là que nous ne voyons pas, mais de par nos comportements. Donc nous agissons sur cette couche d'ozone et qui agit naturellement sur nous avec les conséquences désastreuses que nous connaissons ces derniers temps, surtout en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que la situation n'est pas autant alarmante chez nous ici au Togo, mais lorsque nous jetons un regard dans les autres pays, je pense que c'est une situation qui inquiète et qui devait donc nous interpeller au bon sens et à la rigueur de nos vies pour éviter à ce que nous continuions par agir sur cette couche d'ozone et les conséquences qui vont naturellement agir sur nous. Merci pour ce qui est des comportements que nous devrions adopter pour préserver la terre, notre pays, notre ville et notre maison. La sagesse du jour nous enseigne que si chacun balayait devant sa porte, toute la ville serait propre. Encore une fois, si chacun balayait devant sa porte, la ville serait propre. Nous le verrons tantôt quand nous allons aborder le long chapitre de la riposte au nouveau coronavirus. Le temps quand même que nous découvrions rapidement quelques titres de santé et éducation parus aujourd'hui. Zabdiel, rebonjour. Bonjour. Eh bien, commençons par cet article à la page 8, quand votre magazine écrit 8 signes d'alerte d'une carence en vitamine C. La vitamine C, vous la présentez comme essentielle pour renforcer le système immunitaire et participe en outre à de nombreux processus du corps. Une carence en vitamine C peut entraîner une série de réactions négatives qui affectent de manière directe l'état physique et mental de notre personne. Zabdiel ? Exactement. Nous revenons sur ces 8 signes-là qui peuvent permettre aux populations de détecter rapidement ou du moins de se soucier de leur carence en vitamine C et rapidement aller à l'hôpital ou au CMS le plus proche pour pouvoir s'enquérir des réelles causes de la situation qui prévaut par rapport à leur santé. Et nous avons énuméré ces 8 signes-là dans le journal, entre autres le changement d'humeur, la fatigue et aussi l'apparition précoce des maladies cardiovasculaires qui peuvent montrer à ces personnes-là qu'ils souffrent d'une carence en vitamine C et rapidement corriger. Merci. Bien manger pour avoir la dose adéquate de vitamine C. Cette vitamine qui est essentielle dans le renforcement, le maintien de notre immunité. Alors, autre maladie dont nous souffrons beaucoup, ici au Togo et un peu partout dans le monde, c'est le cœur et ses complications. Aujourd'hui, vous nous recommandez le moringa et le petit cola. Le petit cola ou bien la petite cola, c'est selon, contre l'hypertension. Zabdiel ? Exactement. L'hypertension, comme vous l'avez dit, c'est un mot dont nous souffrons maintenant. C'est en quelque sorte les maladies du XXIe siècle, les maladies non transmissibles. Et au Togo, les derniers chiffres par rapport à l'hypertension, c'est 30% de la population qui en souffre. Et les prévisions ne laissent pas présager que ce taux-là diminuerait. Alors nous revenons à chaque fois sur comment est-ce que nos populations peuvent s'alimenter, du moins pour réduire ces risques-là de contraction de cette maladie qui est un tueur silencieux. Nous revenons sur le moringa à cause de ses richesses en fer et puis en protéines et aussi en zinc
que les chercheurs de l'université conseillent pour renforcer le système immunitaire. Et donc, associer ça au petit cola et vous aurez beaucoup de bien par rapport à l'hypertension. Et n'oubliez pas, nos grands-parents connaissaient l'importance de ce fruit-là, parce que dans certaines traditions, le petit cola est utilisé comme, on va dire, ingrédient de la dot pour certaines familles. Donc, nous avons rassemblé tout cela en quelques recettes maison que nous pouvons tous faire chez nous pour pouvoir profiter des bienfaits de ces fruits, et tout en aussi suivant notre pression artérielle, en consultant souvent pour s'enquérir. Bien évidemment. Donc, l'association Moringa Petit Cola, c'est à découvrir à la page 2. Passons maintenant à la page 6 où vous nous recommandez une autre plante que nous connaissons chez nous ici. C'est la feuille de baobab que vous présentez comme un fortifiant naturel. Exactement. Les feuilles de baobab, nos ancêtres le connaissaient très bien. Le baobab, en Afrique, c'est un symbole de la longévité. Et certains baobabs peuvent, on va dire, se développer et dépasser les 2000 ans. Donc, on va dire, les baobabs vivent en moyenne 4 siècles, 400 ans. Et ces fruits-là, ces fruits du baobab, les pulpes, donc les racines et ces feuilles de baobab là contiennent plusieurs vertus. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur les feuilles de baobab. En pays kabyle, ça s'appelle le kodro, et en Ewe, on parle de adidomakba. Donc, ce sont ces feuilles-là qui contiennent plusieurs vertus et qui boostent notamment le système immunitaire à cause de la présence de zinc dans ces feuilles-là. Alors, nous sommes revenus sur ces propriétés. Comment est-ce que on pourrait l'utiliser, notamment déjà en faisant des sauces qu'on connaît déjà, et aussi par rapport à les tisanes qu'on peut réaliser, et aussi les propriétés cicatrisantes de cette feuille-là. Merci. Parler des feuilles de baobab, c'est comme si on prêchait à des convertis, notamment nos compatriotes de la partie nord du Togo, les Kotokoli, les Naouda, les Bassar, les Kabiais, jusqu'au Mouba, qui connaissent peut-être mieux la feuille de baobab que nous. Cet arbre qui pourrait vivre jusqu'à 2000 ans. Raison de plus d'en consommer toutes les parties. On va finir, Zabdiel, avec cet entretien que vous a accordé le docteur Innocent Peto, le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo, qui revient sur la problématique « Qu'est-ce que c'est que le médicament ?» Exactement. Nous avons voulu clarifier cette question parce que si vous constatez dans le journal, nous avons aussi parlé du risque de l'excès d'anti-inflammatoires chez les sportifs, parce que il y a certaines personnes qui continuent par consommer des médicaments juste parce qu'ils sentent tel ou tel mot, donc l'automédication. Donc nous sommes revenus sur ce que c'est qu'un médicament. Le pharmacien, pourquoi il est là? Pour s'assurer de la bonne utilisation du médicament par les patients. Et ça, c'est une série d'interviews que nous avons débutées. Il y aura d'autres séries pour préciser vraiment comment est-ce qu'il faut consommer les médicaments, quelles mesures, quelles précautions on doit prendre quand on se rend dans une pharmacie, et ne pas demander à l'appel que des médicaments, parce que on s'est rendu compte dans l'entretien qu'il y a des personnes aussi qui forcent la main des vendeurs au comptoir parce qu'on leur demande d'apporter des ordonnances pour certains médicaments. Donc nous revenons sur ces questions pour informer les populations et les sensibiliser. Merci. À la question. J'en connais peut-être même dans ce studio qui se lèvent par eux-mêmes, ils vont à la pharmacie, ils demandent « vendez-moi ceci » ou encore au bord de la rue, on achète ce qu'on veut, on prend quand on veut, comme on veut, ce n'est pas bon. Donc un médicament ne devrait être pris que sur prescription médicale. Sans transition, nous intéressons à notre invité, Dr Aoussi Sossinou, secrétaire général au ministère de la Santé publique. Du ministère. Secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais vous êtes d'abord médecin de santé publique vous-même. Eh bien, sur la problématique de la réponse à la Covid-19, commençons par les chiffres tels que votre ministère les ont rendus publics hier, tels que je les ai suivis à la TVT sur le site. Eh bien, le Togo affichait hier 40 décès suite à la Covid-19. Hier, il y avait 336 cas actifs dans les centres de prise en charge, et pour un total de 1595 cas que le Togo a enregistré depuis
le 6 mars 2020. Nouvelle qui porte espoir, c'est que le Togo a enregistré hier jusqu'à 1219 guérisons. Docteur, un petit commentaire sur les chiffres d'hier? Donc, il n'y a pas de commentaire particulier. Je crois que vous avez suivi avec moi. Nous pouvons nous réjouir plutôt que un peu plus de 6 mois après le début donc, de cette épidémie au Togo. Et nous, ensemble, avec la contribution de la population, nous avons pu maîtriser cette épidémie pour avoir jusqu'à plus de 1200 guéris des 95 cas enregistrés dans le pays et que un peu plus de 300 cas qui sont encore actifs sont sous contrôle et sous suivi médical. C'est vrai que ce qui est déplorable, c'est qu'on aurait bien voulu avoir 0 décès. Mais la situation est telle que il y a des facteurs de haut risque qui ont contribué certainement à ce qu'on ait obtenu ces 40 décès. Et nous présentons toutes nos condoléances aux familles éplorées et tous les efforts que le gouvernement fait et tous les moyens que le gouvernement a mis à notre disposition pour la bonne gestion de cette épidémie nous permettent donc d'éviter le pire au Togo. Merci. Vous avez certainement les chiffres des pays les plus avancés, c'est effroyable. Mais on peut remercier foncièrement tout le monde, tous ceux qui ont contribué, y compris la population même, sa propre contribution, vous les hommes de médias, pour tout ce que vous faites, pour qu'aujourd'hui on ait une maîtrise de cette épidémie. Merci docteur. Dans notre émission du lundi, nous parlions de Kara où les parents d'une vieille dame admise à l'hôpital pour Covid-19 se plaignaient de quelques défaillances dans la prise en charge. Nous avons débattu avec l'invité du jour, mais quand vous êtes là du ministère, alors qu'est-ce qu'il en est aussi bien du CHR Lomé Commune, de tous les centres érigés un peu partout pour la prise en charge? Est-ce que tous ces centres-là sont opérationnels avec et le personnel et les équipements adéquats, docteur? Vous savez, les soins les soins médicaux que nous apportons aux êtres humains, ce n'est pas aussi évident comme on répare un vélo ou on répare une voiture ou une moto. Chaque malade, c'est un cas particulier et on ne peut pas être prêt assez pour dire. Dans aucun pays, on est prêt assez pour faire face à toutes les formes de maladies que l'homme présente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours des décès. Partout, il y a des décès. Alors, pour dire simplement que les difficultés, c'est bien de les signaler. Comme la dame, peut-être là, utiliser une méthode un peu plus bruyante de le faire. Mais nous sommes prêts à recevoir toutes les remarques sur les insuffisances, ce qui nous permet d'ailleurs d'améliorer les prestations de soins. Sinon, globalement, sur le plan national, nous avons des centres spécifiquement dédiés à la prise en charge. À Dalouak, à Dapan, je ne sais pas si vous avez été à Dapan et que vous connaissez Dalouak. Je connais bien, docteur. Là, c'est très bien. Et il y a un autre centre de prise en charge à Kara Sud. Il y en a à Sokoré, il y en a à Takwame, il y en a à Kpalimé. Parallèlement, les hôpitaux de référence aussi reçoivent des cas qu'ils gèrent avant de les transférer pour les soins. Et le Centre national de référence pour la prise en charge, c'est le CHR Lomé Commune, où je crois que beaucoup de choses ont été dites sur la capacité d'accueil de ce centre. Et c'est comme ça que nous essayons de gérer la situation au jour le jour. Je voudrais signaler que vous pouvez avoir un patient Covid qui a une insuffisance rénale, un patient Covid qui a une insuffisance hépatique, un patient Covid qui a le diabète, l'hypertension ou la multiplicité de toutes ces maladies à la fois. Vous voyez que la gestion de chaque patient, c'est un cas particulier. Et quand vous voyez la manière dont nos personnels, nos différents personnels soignants se battent pour sauver ces gens, vous comprenez que de temps en temps, il est possible de signaler quelques insuffisances, mais
soyez rassurés. Le gouvernement est resté toujours à notre côté pour nous apporter tous les moyens qu'il faut pour faire face. Merci. Dr Aoussi, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Venons-en maintenant à l'acte ou bien aux 2 actes posés par l'Assemblée nationale hier, quand les députés ont renouvelé les pleins pouvoirs au gouvernement pour organiser dans l'urgence la riposte à la pandémie du nouveau coronavirus. Revue de presse avec Togo Matin qui consacre à ces sujets 2 articles. 180 jours supplémentaires pour protéger davantage les Togolais, écrit Togo Matin qui récidive, qui continue. Prorogation de l'état d'urgence sanitaire, encore 6 mois d'habilitation accordée au gouvernement. Autre journal, c'est Zarathustra qui écrit que le gouvernement obtient une prorogation de 6 mois pour juguler la Covid-19. Le Dialogue, autre journal, écrit, lui, que les élus du peuple prorogent l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois. Forum de la semaine, même titre, pour une lutte efficace contre la Covid-19, l'état d'urgence prorogé de 6 mois. Le libéral n'est pas du reste. État d'urgence sanitaire, le gouvernement obtient le OK pour une prorogation. Abbas Issaka, le Mania libéré aussi consacre un article à l'acte posé par les députés hier. Hier, en fait, c'était la fin de la prorogation accordée par le gouvernement pour... non, c'était la fin... C'était la fin de l'état d'urgence sanitaire qui avait été prorogé pour 45 jours, je crois. Donc, hier, il fallait solliciter, il fallait voir dans quelle mesure si la lutte peut continuer contre le Covid-19 ou bien il faut laisser les gens continuer à vaquer librement à leurs occupations. Mais vu la montée de la pandémie et compte tenu de ce qui se passe actuellement dans nos préfectures et dans les grandes agglomérations, le gouvernement a sollicité une prorogation de 6 mois et le Premier ministre était devant l'Assemblée nationale et les députés ont accepté, compte tenu de l'urgence de cette maladie, de la manière dont il faut mener ce combat. Et l'Assemblée nationale a jugé opportun d'accorder d'abord au gouvernement l'habilitation pendant 6 mois, de continuer par légiférer par ordonnance dans le cadre de cette maladie, et de proroger encore l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois, ce qui permettra au gouvernement de faire face à cette pandémie qui est en train de prendre de l'ampleur, parce que les députés ont donné la raison sur le fait que la première fois qu'ils ont donné l'état d'urgence pour 3 mois, il y avait 0 cas et 0 décès plutôt, et 30 cas actifs. Aujourd'hui, nous sommes allés à 40 décès et plus de 1570 cas qui sont en train d'aller. Donc, on ne sait pas ce qui sera devant. Et ce sont des raisons que l'Assemblée nationale a appuyées pour accorder encore 6 mois au gouvernement pour continuer par se battre contre ce Merci. Autre journal, Le Messager qui écrit l'état d'urgence sanitaire projet de 6 mois lui aussi. Autre journal encore, Kamgou qui écrit que l'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, docteur Aoussi, c'est depuis le 16 mars dernier que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire et que l'Assemblée avait accordé au gouvernement l'habilitation pour organiser la riposte dans l'urgence par des ordonnances et des décrets. Eh bien, tout cela expirait hier et cela vient d'être prorogé avec le constat que c'est les députés à l'unanimité qui étaient à l'hémicycle hier qui ont voté pour les 2 textes. Alors, au nom de votre ministère, quels sont vos sentiments par rapport à l'acte posé par les députés hier? Et c'est à notre faveur, mais je voudrais corriger certains points de compréhension d'ordre juridique. Alors, je voudrais lever l'équivoque entre l'état d'urgence et l'habilitation qui est accordée au gouvernement à prendre des ordonnances dans les domaines qui relèvent de la loi. Je m'explique. Quand vous prenez déjà la Constitution de la République togolaise, en son article 86, je crois,
le gouvernement, l'Assemblée nationale peut donner donc cette habilitation au gouvernement pour prendre des ordonnances dans certains domaines qui devraient être normalement étudiés ou pris par la loi. C'est ça qui a été accordé donc au gouvernement, et je crois que cette loi a été votée le 30 mars 2020. Ce qui a permis au gouvernement, depuis le début de cette épidémie, de prendre jusqu'à 7 ordonnances. Les 7 ordonnances devraient être des lois qui devaient être votées au Parlement. Mais comme nous sommes en une situation de gestion d'une épidémie, pour aller très vite, donc l'Assemblée nationale a accordé au gouvernement de prendre des ordonnances. Et je crois même que c'est dit dedans que pour prendre une telle ordonnance, le gouvernement doit demander l'avis de la Cour constitutionnelle avant que le président de la République puisse signer donc cette ordonnance. Ça, c'est d'un côté. Mais pour prendre un décret déclarant l'état d'urgence, c'est le chef de l'État qui prend le décret pour décider l'état d'urgence. Et si vous vous rappelez, dans son annonce, dans le discours du 1er avril 2020, le chef d'État a annoncé l'état d'urgence qui avait été déjà pris le 15 mars pour 3 mois. Or, la Constitution de la République togolaise n'autorise pas que le gouvernement puisse prendre plus de 3 mois d'état d'urgence. Alors, donc, il est dit dedans que si le gouvernement devait prendre plus de 3 mois d'état d'urgence, donc il faudrait que le Parlement lui autorise. Étant donné que les 3 mois ont été d'emblée pris par le gouvernement, ça allait du 15 mars au 15 juin, le gouvernement n'a plus jamais prorogé l'état d'urgence. Si vous lisez bien les décrets qui ont été signés par après, ça a été clairement dit pour le premier décret de prorogation, ce n'est pas la prorogation de l'état d'urgence, mais ça a été écrit clairement que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sont prorogées de 45 jours. Donc ça allait du 16 juin au 31 juillet. Puis, ça a été prorogé encore une fois, les mêmes mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence des 3 mois déjà passés. Donc ça veut dire que dans la gestion de cette épidémie, jusqu'ici, c'est les 3 premiers mois d'état d'urgence qui avaient été décrétés au Togo. Maintenant, l'état d'habilitation qui permet au gouvernement de prendre des ordonnances dans les domaines qui relèvent de la loi sont prorogés depuis hier par le Parlement de 6 mois encore, pour que, en cas de nécessité, le gouvernement puisse prendre encore d'autres ordonnances pour faire face à l'épidémie, puisque vous savez que cette épidémie présente encore plusieurs incertitudes que nous ne maîtrisons pas. Nous ne pouvons pas rentrer dans les activités de routine tant que nous n'avons pas la maîtrise de cette épidémie. Donc, l'Assemblée nationale a accordé au gouvernement l'habilitation à continuer à prendre des ordonnances en cas de nécessité. Parallèlement, comme le gouvernement a déjà épuisé les 3 mois d'état d'urgence qui devaient être prises dans une situation d'urgence, s'il arrive que le gouvernement veut prendre encore le décret d'état d'urgence, ça va dépasser les 3 mois au total. Dans ce sens, l'Assemblée nationale lui donne l'autorisation donc de prendre l'état d'urgence en cas de nécessité. Ça peut être un état d'urgence décrété localement, peut-être autour de votre petit village, autour de votre canton, dans une région, ou sur le plan national, comme ça avait été fait en début pour 3 mois. Donc, en fait, c'est ça. Donc, actuellement, nous ne sommes pas dans l'état d'urgence. Nous ne sommes pas dans un état d'urgence, mais nous sommes en situation d'urgence épidémique. C'est différent. Nous sommes dans une situation d'urgence épidémique qui est la COVID-19, l'épidémie à la COVID-19, mais nous ne sommes pas en état d'urgence. Mais le gouvernement, aujourd'hui, a la latitude de décréter l'état d'urgence à tout moment parce qu'il a eu l'autorisation donc, de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que je voudrais corriger pour que les gens sachent. Merci. Mais les mesures prises dans le cadre d'état d'urgence ont été prorogées du 1er août au 15 septembre. Ce qui veut dire que à partir de ce 16-là,
si le gouvernement ne prend pas d'autres actes administratifs pour proroger ces mesures, ça veut dire que ça pourrait rentrer dans la caducité. Mais cela dit, il y a les mesures d'ordre général, de respect des mesures barrières qui ne sont pas caduques, qui permettent donc de limiter la propagation donc de cette épidémie au Covid-19. Voilà, c'est beaucoup de juridisme qui nous permettent quand même de clarifier et de ne pas confondre les termes les uns avec les autres. Oui, Sylvestre? Non, j'ai écouté le secrétaire donc, du ministre avec beaucoup d'attention. Secrétaire général du ministère. Secrétaire général du ministère. Ah, d'accord. Ah non, attendez, j'ai l'impression que, vous savez, l'organisation administrative des ministères, il y a le ministre, il y a le secrétariat général. Le ministre, le secrétariat général tient tous les services techniques du ministère. Donc, le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général. Donc, tous les services techniques du ministère sont attenants donc à ce secrétariat général-là. Et c'est le secrétaire général qui est le coordonnateur de toutes les activités techniques. Et c'est en ce sens-là que je suis là en tant que secrétaire général. Bon, parallèlement, c'est vrai, je suis le coordonnateur adjoint de la CNGR, l'adjoint du colonel Djibril, pour la gestion de Covid-19 également. C'est dans ce sens que je réponds à toutes ces questions ici. En tant que médecin, d'abord épidémiologiste et spécialiste des questions de politique et de gestion des systèmes de santé. Maintenant, voilà. Sylvestre. Merci beaucoup pour la précision. Et bon, tout à l'heure, il a si bien fait en faisant donc la nuance entre l'habilitation donc de l'État à prologer, ou du moins à continuer à gouverner par ordonnance, et puis l'état d'urgence. Mais lorsque je me réfère à un tweet, et ce que la TVT a dit hier, en fait, il y avait hier deux projets. D'abord, il y avait un projet de loi qui concernait l'habilitation, c'est-à-dire le cutis que l'État demandait au Parlement de continuer à gouverner par ordonnance. Et le second, du moins c'est l'autre cutis que l'État demandait au Parlement, donc de décréter l'état d'urgence. Et vous avez vu que lorsque vous voyez un tweet donc du ministre Christian Trémois que j'ai ici, il dit le décret numéro 220-24 PR du 8 avril arrivant à terme ce 15 septembre, la loi adoptée ce jour par le Parlement Togo autorise le gouvernement à proroger l'état d'urgence pour 6 mois. La durée de chaque période réelle sera fixée par décret du PR en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, si on comprend bien, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État togolais a cette habilitation, c'est-à-dire ce cutis-là, de continuer à gouverner par ordonnance et a également donc le cutis de décréter l'état d'urgence pour 6 mois. Voilà. Eh bien, secrétaire général. Effectivement, en fait, vous savez, comme il a expliqué, quand vous prenez l'article 94 de la Constitution, on fait du juridisme. Je ne suis pas un juriste. Et l'article 94 de la Constitution togolaise parle bien de l'état d'urgence et de l'état de siège, pendant que l'article 86 parle de l'habilitation en question. Actuellement, nous ne sommes pas en état d'urgence, d'accord, mais le gouvernement a l'attitude de prendre un décret pour mettre en place l'état d'urgence à tout moment. Donc je crois que si M. Sylvain Béni a bien explicité ce que j'avais tenté de dire. Et pour dire simplement que nous sommes toujours en crise épidémique et qu'à tout moment, en fonction de l'évolution de la situation, le gouvernement peut se donner le droit de prendre toutes les mesures qu'il faut pour parer, donc pour pallier à la propagation de cette épidémie. Merci. Dans ce sens-là, au début, lorsque l'état d'urgence avait été décrété, notamment le couvre-feu dans certaines régions, le gouvernement avait accompagné les petits opérateurs économiques de mesures socio-économiques, notamment Novici. Est-ce que la même chose est envisagée, d'autant plus que le magazine Togo Focus Info, paru aujourd'hui même, parle du chemin de croix des petits commerçants aux frontières. Alors, docteur Aoussi, est-ce qu'il est envisagé également des mesures d'accompagnement pour les petits commerçants, les petits opérateurs économiques du secteur informel? Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de me mettre en position indélicate en tant que secrétaire général du ministère de la Santé à répondre des questions qui relèvent du gouvernement? Vous savez, je n'ai pas donc, je voudrais plutôt
pour une prochaine émission. Il y aura d'ailleurs des juristes qui vont venir pour vous expliquer mieux ce que je viens de dire. Et puis peut-être un membre du gouvernement pour vous donner des précisions sur ces questions. Sinon, moi, en tant que secrétaire général du ministère de la Santé, j'aurais souhaité plutôt avoir des questions qui relèvent du domaine sanitaire, des questions relatives à la gestion de Covid-19 pour que je puisse vous aider davantage, en tout cas aider la population, pas vous, aider la population davantage à suivre toutes les mesures que nous essayons de mettre en place pour mieux gérer cette épidémie. Merci, docteur. Sinon, je peux répondre, mais je préfère plutôt laisser aux responsables. Je vous comprends, je suis d'accord avec vous. C'est une humilité de reconnaître ces limites, sauf que nous sommes reconnaissants à tous les médecins qui défilent dans nos studios, mais en plus de vous les médecins, le Club de la Presse a besoin également des autorités politiques pour nous éclairer sur certains sujets, mais on ne les trouve pas. C'est pourquoi nous vous adressons à vous médecins des questions qui auraient dû aller à des politiques, notamment dans le secteur également de l'économie, mais nous gardons espoir. Mais docteur Aoussi, il y a quand même une question qui vous intéresse. La rentrée scolaire 2020-2021 est projetée sur le 26 octobre. Alors, mais dans le contexte où nous sommes toujours dans la situation que vous connaissez, est-ce que la date est tenable? Si oui, quelles sont les mesures que vous envisagez déjà au ministère de la Santé pour qu'il en soit ainsi? Merci beaucoup, M. Sass. C'est une question que vous avez bien posée parce qu'aujourd'hui même, sur instruction du coordonnateur de la CNGR, pour laquelle je suis donc le coordonnateur adjoint, j'ai appelé les secrétaires généraux des ministères chargés des enseignements pour que demain déjà nous puissions nous retrouver pour mettre ensemble nos différents guides, les différents guides qu'ils ont déjà élaborés pour le protocole sanitaire à la rentrée. Donc ce guide-là, une fois validé, sera soumis au gouvernement qui va prendre l'acte administratif adéquat pour mettre à disposition donc, des différents établissements la reprise des cours. Maintenant, les autres mesures associées donc, à la reprise des cours pour pallier non pas seulement la propagation de la maladie, mais aussi pour régler tout ce qui peut affecter les facteurs, qui peut affecter le domaine économique, le domaine social. Je crois que ça relève également du gouvernement. C'est des mesures pour lesquelles nous n'avons pas encore, nous ne pouvons pas nous prononcer ici. Merci. Voilà. Autre question qui revient avec récurrence, c'est le plaidoyer sans cesse croissant des populations pour la réouverture intégrale des lieux de culte, des centres de prière, et se basant sur la sortie hebdomadaire du coordonnateur général, le journal Togo Matin écrit ce matin que le professeur colonel Djibril reste confiant dans l'éventuelle réouverture des lieux de culte. Alors, est-ce que cet optimisme du colonel Djibril est vraiment d'actualité et imminent, docteur Aoussi? Bien sûr, nous avons travaillé sur la question à la CNGR avec tous les membres de la CNGR et d'autres personnes aux ressources. Il s'est avéré que globalement, les mesures barrières sont respectées dans la plupart des lieux de culte. Cependant, il y a des lieux de culte où beaucoup d'efforts méritent d'être faits pour amener les premiers responsables à plus de respect de ces mesures barrières. Mais la situation était telle que, est-ce que nous maintenons les lieux de culte toujours clos? Et comment est-ce que nous gérons alors les lieux clandestins des lieux de culte? Donc, proposition a été soumise donc aux autorités qui vont apprécier. D'ailleurs, ils ont pris note hier, ça a été discuté encore longuement pour que les temps à venir, les lieux de culte soient ouverts. Mais s'il vous plaît, si on découvre un seul cas positif dans une église, en tout cas dans un lieu de culte, ça suppose que le lieu là sera fermé. Purement et simplement, il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas parce qu'on va ouvrir ces lieux de culte et puis ça va devenir, la liberté devient du libertinage. Donc, une fois que les gens enfreignent aux mesures barrières, ou quand on va découvrir un cas de Covid plus dans un lieu de culte, ce lieu-là sera fermé jusqu'à ce que tous ceux qui ont participé à ces cultes-là puissent bénéficier des tests, que les personnes positives soient identifiées, mises en quarantaine ou traitées et
Et puis après, mais ils peuvent avoir encore le quitus pour ouvrir les portes. Merci, Dr Aoussi, d'avoir surtout bien expliqué les deux actes posés par les députés hier, à savoir la prorogation de la loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à gérer la période par des ordonnances et des décrets qui n'est pas à confondre nécessairement avec l'état d'urgence que le gouvernement jugera opportun de prendre par des décrets et en temps opportun. Nous serons ici toujours pour en parler. Alors, toujours la compréhension ou bien la lecture de la presse sur ces deux prorogations. Liberté qui titre ce matin Togo, état d'urgence, nouveau mode de gouvernance de Fort Gnassingbé. Et Liberté qui écrit que l'exécutif togolais utilise cette mesure d'état d'urgence, cette mesure d'exception à des fins politiques. Plus concrètement, Liberté fait le procès au pouvoir exécutif de continuer à contenir les velléités de protestation nées de la crise post-électorale et de l'autre côté de profiter de la situation pour maintenir en fonction le gouvernement qui démissionnait à la suite de l'investiture de Fort Gnassingbé. Un autre journal un peu dans ce sens, Sylvestre Béni, c'est votre journal La Manchette. Vous demandez si le Togo est en état d'urgence ou si plutôt nous sommes en état de paresse. Oui, ça se passe tout commentaire. Ça se passe tout commentaire. Lorsque vous voyez, depuis que cette mesure a été prise et vous regardez un peu au niveau de l'administration publique, vous verrez que les gens, du moins les ministres, ont totalement disparu de la circulation. Et il n'y a pas cette gestion efficiente et efficace donc de la chose publique. Et puis de l'autre côté, le gouvernement donc de monsieur Selom Klasso est encore là. D'après l'expérience démocratique des nations, une fois une élection présidentielle, sortie d'une élection présidentielle que le chef de l'État a prêté serment, vous verrez que c'est le gouvernement qui démissionne et après, s'il faut reconduire le Premier ministre, on le fait, on forme un nouveau gouvernement et on continue. Mais ici, donc, les gens, sous le sceau donc de l'état d'urgence continuent et comme si il y a même pas eu d'élection et puis on voit que la situation, c'est comme si le pays est mis donc en mode pilotage automatique, mais le pays va à volo, le crash n'est pas exclu, mais bon, on se dit que les gens se désintéressent, si on peut le dire donc de la situation. Et je dis aussi que quand on parle d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle. Et une mesure exceptionnelle ne peut être prise indéfiniment. Quand on parle d'urgence, c'est une urgence. Et puis ça s'arrête là. Mais cette manière donc de proroger l'état d'urgence ou cette manière donc de prendre donc des mesures restrictives donc des libertés, des droits fondamentaux donc des Togolais, je me dis et je rejette quelque part le journal Liberté où je vois derrière tout ça des fins politiques. Parce que vous n'êtes pas, nous sortons donc d'une élection encore contestée, comme toutes les 7 élections présidentielles que nous avons eues au Togo depuis le processus démocratique de 90. Et on a vu qu'il y a une partie qui conteste les résultats avec tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, il faut être en état d'urgence, ne serait-ce que on peut prendre des décrets, on peut dire oui, il n'y aura pas de manifestation, oui, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, et tout cela donc à mettre sous le taux de l'état d'urgence. Donc voilà, c'est à des fins politiques. Et en sus de cela, les ministres ont totalement démissionné. Ça, il faut le dire. Et ils ne viennent que de manière sporadique. Si vous avez vu les ministres, du moins cette semaine, c'est parce qu'il y a Adam Androunou, s'il vous plaît, Adam Androunou. Donc, vous avez écouté le confrère Sylvestre Béni, vous avez écouté également l'extrait de l'article de Liberté. Certains font le procès au gouvernement de profiter de la situation d'ordre sanitaire pour régler les problèmes politiques, alors que sur le plan sanitaire, nous verrons encore de l'écouter par la voix du secrétaire général, le mal est réel. La preuve, le Togo a déjà 40 décès, nous avons encore 336 cas qui sont suivis dans les lieux de, dans les lieux de prise en charge. Est-ce que vous comprenez que
est-ce que vous comprenez que le Togo a besoin de la prorogation de ces mesures-là pour mieux parer au mal? D'abord, je vais rebondir sur deux aspects. La première, entendre le secrétaire général tout à l'heure, je pense que l'équivoque a été entièrement levé, étant donné que dans ces mesures prises-là, il y a toujours les libertés individuelles et les droits fondamentaux qui reviennent. Mon ami Béni l'a encore relevé tout à l'heure. Donc il fallait quand même que cet acte-là puisse advenir pour que les questions politiques ne puissent pas s'entremêler, puisqu'il y aura peut-être des interprétations qui puissent, parce que j'ai parlé de politique tout à l'heure, qui puissent donc interpréter d'une manière ou d'une autre cette action et dire réellement que nous sommes peut-être soit dans un vide juridique, etc. Donc il était opportun de pouvoir donc poser cet acte-là. D'ailleurs même, maintenant, revenant donc sur la question, moi je pense que la question mérite d'être posée dans la mesure où lorsque nous prenons ces aspects juridiques expliqués, ça voudrait dire quelque part, si je comprenais bien, ce n'est pas fondamentalement que le gouvernement puisse, au jour d'aujourd'hui, vouloir encore dire aux Togolais que le gouvernement est en place. Mais étant donné que c'était une redondance que nous avions su, tous les Togolais s'accordent à dire que voilà, il y aura forcément cette prorogation du gouvernement qui va donc advenir naturellement. Et moi, je ne me dissocie pas donc de cela. Mais est-ce que cela puisse expliquer éternellement qu'on puisse donc dire à cause de l'état d'urgence sanitaire qu'on puisse donc éternellement mettre en place ce gouvernement qui va toujours exister. Puis on nous a dit plus loin que nous devons donc apprendre à vivre avec la Covid-19. Est-ce que cela voudrait dire forcément que on serait en face d'un gouvernement qui sera là éternellement tant que la pandémie durera? Là, ce sont des interprétations qui peuvent advenir. Mais je pense que les Togolais ont plébiscité Faure Gnassingbé sur des attentes énormes. Donc il va devoir les Togolais ont fait quoi? Il va devoir quand même que le président Faure Gnassingbé puisse faire donc diligence à mettre en place un gouvernement en bonne et due forme pour que ces attentes-là puissent être honorées. Sans quoi, je pense que la Covid-19 nous permettra réellement, puisque à la longue, si réellement l'état d'urgence va toujours continuer, je ne sais pas quelle interprétation l'exécutif ou la présidente donnera aux Togolais, puisque vous n'êtes pas sans savoir que il y a cette crise de confiance qui est toujours là. Si on a pu quand même, au regard du fait qu'on a prorogé 1000 fois, il y a eu dans ce gouvernement qui est toujours en place, et s'il advenait que, à la longue, le gouvernement, tant qu'il y a encore la pandémie, peut encore expliquer aux Togolais, voilà, que nous nommons un gouvernement, il serait naturellement incomprise et ça va renforcer quand même, disons, cette crise de confiance qui a toujours existé. La polémique est toujours d'actualité à Bachisaka, mais dans d'autres milieux, on vous dira que le chef de l'État réélu compte toujours sur une majorité confortable à l'Assemblée nationale. On vous dira encore que la seule situation qui oblige le chef de l'État à nommer un gouvernement, c'est quand la majorité changeait à l'Assemblée nationale et que le gouvernement Classou est bien en place avec ses ministres. Abbas? Le gouvernement en place avec ses ministres, mais c'est tout comme Sylvestre l'a dit tout à l'heure, il y a un petit relâchement, c'est-à-dire on ne sent même plus les ministres travailler. On ne sent pas les ministres en action. Bon, le relâchement des uns et des autres, c'est une chose. Mais quant à la position du gouvernement bien en place, autrement dit, est-ce que le Togo a encore un gouvernement, ou bien est-ce que le gouvernement Classou est démissionnaire, ou bien est-ce que la durée de vie du gouvernement Classou est nécessairement liée à la prorogation de l'état d'urgence? Bon, par rapport à la durée de vie du gouvernement Classou, tel que l'a expliqué le secrétaire général tout à l'heure, il dit qu'actuellement, on n'est pas encore en état d'urgence. Parce que il faudrait que le chef de l'État prenne un décret. Oui. Si. Le chef de l'État doit prendre un décret. Oui, mais l'habilitation est déjà là. L'habilitation est là. Mais tant que le décret n'est pas encore pris, on n'est pas encore en état d'urgence pour le moment. Naturellement. Donc il faudrait s'attendre à tout. Parce que tout le monde réclame que le Premier ministre démissionne et son gouvernement démissionne. Ou soit le chef de l'État lui accorde sa confiance, le renouvelle sa confiance. Ou soit il le remplace par un autre et puis le pays le commun va être relancé. Du moment où nous sommes là, c'est que on est en train de rouler dans un flou total, puisqu'il y a des activités au niveau de certains ministères qui ne sont plus visibles. Des ministres même ont disparu de la circulation, on ne les entend plus. Des ministres qui parlaient auparavant, qui intervenaient pour expliquer certaines choses, on ne les entend plus. Aujourd'hui, tout est c'est un flou total. Donc, il appartient maintenant actuellement
puisque si l'état d'urgence même devait être pris jusqu'au 30 mars prochain, ce qui veut dire que nous avons 1 an d'état d'urgence dans lequel nous avons vécu. Donc de mars 2020 à mars 2021. Donc le chef de l'État doit, entre-temps on avait appris que le Premier ministre avait déposé sa démission. C'était des débats de rue. C'était des débats de rue. C'était une indiscrétion qui n'a jamais été officialisée. Donc, pour le moment, puisque quand on dépose des démissions du gouvernement, c'est fini. Mais le problème est là. C'est que le chef de l'État doit réactiver son gouvernement, faire de telle sorte que les activités qu'il a menées, puisque on parle du PND qui est en train d'être atteint. Si les ministres ne sont pas en activité, le programme là est en train de prendre un coup très 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 sérieux. J'aurais aimé avoir un juriste pour nous dire si la durée de vie de Classo à la primature est nécessairement liée à l'état d'urgence. Peut-être que les jours à venir nous éclaireront là-dessus. Sylvestre ? En réalité, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons, mais sauf que vous avez posé cette question, savoir si il y a un gouvernement qui existe et tout. Moi, je peux me fonder sur le fait de l'expérience démocratique des nations, tel que je l'ai dit tout à l'heure, en disant que nous avons un gouvernement de fait. Pourquoi ? Parce que si vous prenons juste le Sénégal, parce que vous évoquez tout à l'heure le fait que la majorité n'a pas changé. La majorité parlementaire n'a pas changé. Prenons juste le cas donc du Sénégal, où Macky Sall, quand il est venu, il y avait un gouvernement, il avait son premier ministre, mais pour son second mandat, la majorité n'a pas changé. Mais il a mis combien de jours ? Il a mis à peine 8 jours pour former un nouveau gouvernement. Et nous sommes dans le même cas de figure au Togo, parce que la majorité parlementaire n'a pas changé, tel que nous le voyons. Donc, si vous prenez chaque pays, et j'avais donné il y a quelques jours l'exemple donc de la France qui, au lendemain donc des élections législatives, le ministre Édouard Philippe a démissionné et le même jour, il y a un premier ministre, Jean Castex, qui a pris, qui a pris du moins la primature, et en 3 jours, il a formé son gouvernement. Le même cas de figure se présente au Niger, où le président Issoufou Mamadou, qui, pour son deuxième mandat, il a mis moins de 9 jours pour former un gouvernement, et le premier ministre donc a démissionné. Donc il y a donc des cas de figure qui se présentent au niveau donc de la sous-région et peut-être à l'international. Donc, on devait être dans le même schéma. Sauf que le Togo étant presque un pays atypique et on fait les choses à la manière. Merci. Adam ? Oui, pour ajouter un peu, j'estime que, étant donné qu'il y a un comité technique qui, au regard disons, de la délicatesse de la pandémie dont nous traversons, qui prend des décisions, elle remonte au niveau de l'exécutif, et l'exécutif entérine avant de prendre des décisions. Donc, on ne saurait expliquer à la population que, voilà, du fait qu'il y a donc la pandémie et que ce gouvernement maîtrise au mieux, disons, les rouages de cette pandémie, donc ce gouvernement-là ne saurait donc démissionner, ou on ne pourrait carrément pas le changer pour mettre donc d'autres personnalités, étant donné qu'ils ne sont pas de pied ferme dans le comité technique qui suit de très près donc cette pandémie-là. Donc je pense que ce sont des motivations qu'il faut donc au mieux expliquer donc à la population que de pouvoir donc se camper sur le simple fait donc la pandémie sera donc expliqué. Merci. Juste un mot. Et il va sonner midi bientôt, s'ouvrir. Alors toujours sur le sujet du gouvernement, Classo a un prochain éventuellement. La manchette analyse dans son ensemble le 4e mandat. Quand la manchette écrit 4e mandat, une arrête dans la gorge du président Faure Gnassingbé. Et Fraternité qui va un peu dans le même sens, il écrit vers 12 mois d'hibernation politique, gangstérisme contre gangstérie. Et Fraternité illustre son article par les photos de Faure Gnassingbé et d'Agboyome Kodjo, qui, comme vous savez, continue lui aussi à revendiquer la victoire au 22 février dernier. Et pour terminer, Liberté évoque un fait depuis le 24 juin dernier avec cet article, bunkérisation des alentours de la présidence. Et Liberté se demande, est-ce de la paranoïa au sommet de l'État? Donc depuis le 24 juin 2020, ceux qui empruntent la voie passant devant la présidence de la République, à un moment, vous quittez une voie, la voie qui passe directement devant la présidence,
est bloqué. Qu'est-ce qui explique cela? Aucune explication officielle n'a été donnée et c'est ce constat que fait Liberté. Avec des dos dangereux. Vraiment dangereux. Si vous ne connaissez pas là et que vous rentrez dedans, attention. Eh bien, il est 12h, on va devoir marquer une pause, mais nous sommes là, le secrétaire général est à nos côtés, pour recevoir vos questions et vos commentaires à partir de 12h. Le temps que nous adressions un clin d'œil à nos partenaires. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous nous ouvrons à vous. Merci de circonscrire vos interventions sur les sujets débattus aujourd'hui. Premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est ici. Ah, ici. C'est ici, oui. Vous avez débattu sur le Covid et tout le reste. Moi, je voudrais des explications sur... bon, laissez-moi aller, sur ce que c'est qu'un président en Afrique. Parce que tout ça englobe tous les problèmes qu'on a en ce moment et sur lesquels vous débattez depuis toujours, quoi. Le rôle d'un président, ce que c'est qu'un président, l'explication en Afrique, au Togo, et leur émûlement, pour quel rendement, et ce que c'est qu'une république, la nation, un pays, l'état d'urgence, vous avez parlé de ça, et une constitution dans une république comme la C92, c'est ça, non? 92, non? Qui donne beaucoup de droits aux citoyens. Ashcrown de Madame Awanana qui a disparu depuis, la CEDEAO, la fameuse. Vous comprenez que nous n'avons pas le temps? Non, ça dit que je préfère ça. À la fin, je voudrais dire que les médias nous expliquent sur tous ces trucs-là et pour qu'on passe, pour qu'on avance au lieu de, pour qu'ils nous expliquent ça et de laisser la diversion insufflée par le gouvernement. Merci. Sauf que nous, les médias, nous avons déjà commencé à faire ce travail-là, mais ce que vous dites là relève plutôt des charges du ministère de la Communication, de la Formation civique. Si le ministre nous écoute, donc une citoyenne voudrait être située sur ces problématiques citoyennes. Nous passons à l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Oui. Comment ça va? Ça va chez nous. Monsieur Aboubacar. Ok, allez-y. Moi, je me demande si les gens disent vraiment qu'il n'y a pas la maladie. Qu'est-ce que vous allez dire? Le gouvernement profite seulement pour nous empêcher les marches. C'est ce que moi j'ai à dire. Ok. Et merci de l'avoir dit à haute et intelligible voix. Le suivant, l'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est Pelé. Oui, allez-y. Bon, je salue le plateau. Bon, c'est concernant la rentrée 2020-2021. Bon, je pense que le docteur vient de nous signifier quelque chose. On va voir la suite. Bon, l'état d'urgence, donnant ce que le chef de l'État a pris, tout ça là, est-ce que c'est l'état d'urgence qui empêche la politique, c'est-à-dire le chef de l'État, d'aller tout droit au but? C'est-à-dire, nous avons passé à une élection et qu'il faut qu'on forme un gouvernement. On ne le forme pas. Peut-être que c'est son plaisir, la Constitution ne lui a pas obligé de le faire. Mais et le Conseil des ministres, est-ce que le docteur peut me dire que l'état d'urgence ou l'état sanitaire, tout ça, là, ça peut empêcher un président de la République de ne pas évoluer et jusqu'à un premier ministre de ne pas se démissionner? Merci. Je vous en prie, c'est bien noté. Nous prenons en attendant la première question, la question suivante. Ok, déjà en ligne. Bonjour. Salam alaikum, monsieur Sej Gaou. Wa alaikum salam. C'est Waris. Depuis Azaou. Depuis Azaou, moi j'ai une question concernant vous les journalistes. Aujourd'hui, la semaine dernière, le diplomate français a fait ses adieux au Premier ministre de la République, M. Silom Klassou. Mais bien avant ça, il avait donné l'ordre à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de fermer 3 chaînes de presse
je ne veux pas refaire l'histoire ici. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez fait, quelle démarche vous avez fait à propos de ce qui s'est passé? Merci. L'ami Waris, la règle du jeu, c'est de circonscrire vos interventions sur les sujets débattus au jour le jour. Nous comprenons. Merci. Le suivant en ligne. Bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Oui. Yoshua. Ok, allez-y. Oui, d'abord j'aimerais demander à l'invité ce qu'il entend dire par lieu de culte clandestin. Parce que dans mon village, mon grand-père aussi a un couvent quelque part là. Je ne sais pas si c'est ça qu'il appelle lieu de culte clandestin. Est-ce que le secrétaire général connaît votre village? Oui, bon, c'est à Aklakou. À Aklakou, bien sûr. Ok, et ensuite ça c'est. Et il a aussi dit que, car si on trouve un seul cas de coronavirus dans un lieu de culte, ce lieu est fermé. Mais nous savons toujours que dans ce pays, on a trouvé des cas dans beaucoup de lieux ici au Togo qui n'ont jamais été fermés. Mais pourquoi ils sont en train de stigmatiser nos lieux de culte comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait contre ce pays? Merci. Je vous en prie. Le suivant en ligne. Ok. Bonjour. Bonjour, Saf Gao. Oui. C'est votre frère Richard de Copenhague. Depuis Copenhague au Danemark. Oui. Ok, allez-y. Ouais, je tiens à poser une question et puis à faire un témoignage. Moi, Richard, j'ai été atteint par Covid-19 en ce temps, ici au Danemark. Je confirme que cette maladie, elle existe, elle est bien. J'ai vu des gens, des amis, des proches mourir devant moi. Cette maladie, elle existe. C'est un témoignage, un fils togolais qui le dit. Donc, ma deuxième question pour le secrétaire général. Jusqu'à présent, parce que je ne sais pas si cette maladie, quand j'étais atteint, je n'ai pas reçu de traitement. Je suis resté en quarantaine. À un moment donné, ils sont venus, on m'a testé. Après, bon, on m'a testé négatif. Voilà. Je ne sais pas si cette maladie, en réalité, si vous n'avez pas d'autres pathologies, d'autres maladies, est-ce que vous pouvez mourir? Est-ce que cette maladie tue? Bon, parce que d'autres personnes, les personnes que j'ai vu mourir, ces personnes avaient d'autres pathologies de maladies, diabète ou hypertension. Okay. Mais je ne sais pas si elle-même, le Covid-19 ou bien la Covid-19, elle tue. C'est ma question. Merci beaucoup, Richard. Souffrez corps. On s'arrête là. Vous avez déjà posé beaucoup de questions. Nous estimons qu'on a besoin d'un peu de temps pour répondre. Docteur Aoussi, d'abord, quelqu'un qui a la Covid-19, mais qui ne souffre pas d'autres pathologies, est-ce que cette personne peut en mourir? En principe, ce n'est pas... est-ce que la personne n'a pas de signe, il n'aura pas de mort subite. Il n'aura pas de mort subite. Ce qu'on fait, c'est qu'on suit cette personne-là jusqu'à ce qu'il soit débarrassé totalement du virus. Donc, les tests contrôlent. C'est pour ça, d'ailleurs, que les patients Covid+, qui n'ont pas de signes, je dis plus, les patients infectés de Covid sont gardés dans les hôtels tranquillement pour leur suivi jusqu'à la guérison. Voilà. Et comme il le dit, s'il n'a pas d'autres maladies associées, on a vu des cas de Covid positifs qui ont eu des signes de la maladie et qui en sont morts. Il y a même une jeune fille de moins de 20 ans qui est décédée il y a 2 ou 3 semaines. Chez nous ici au Togo. Ça existe. Ça dépend de... Vous savez, il y a des maladies apparentes, des maladies non apparentes. Nous sommes 6 ici. Je vous assure que peut-être nous traînons avec des tares que nous ne connaissons pas, qui peuvent être des facteurs de fragilité, pouvant donc exposer à développer une grande maladie. Mais aussi, il y a ce que nous évoquons moins, l'inoculum. C'est la quantité du virus que vous avez eu en même temps. Ça peut aussi jouer en votre défaveur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir, donc, qui sont des déterminants qui peuvent affecter valablement le sort qui est réservé à chacun qui est infecté. Merci. Vous avez écouté notre ami Aboubakar qui dit que la maladie n'existe pas et qu'on veut seulement les empêcher de manifester. Bon, je suis désolé que... Je ne suis pas sûr que M. Aboubakar est politique. Mais bizarrement,
je ne sais pas ce qu'ils réclament pour marcher, pour faire des manifestations, mais le gouvernement, je ne veux pas parler à la place du gouvernement, mais il n'a jamais été interdit à qui que ce soit de manifester. Alors, ce que je sais, c'est que c'est une erreur très grave de continuer par crier que la maladie n'existe pas. Il y en a qui ont fait ça, ils sont infectés, ils s'en sont morts. Pas forcément au Togo ici. Oui, le Burundi. On ne va pas attendre que... L'ancien président du Burundi. Bon, je n'ai pas la confirmation de ça, mais il ne va pas attendre que ce soit un de ses propres parents, surtout l'être qu'il aime plus, qui va mourir de cette maladie avant qu'il croie. S'il vous plaît, c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais rappeler. Le Togo est rentré en épidémie comme tous les autres pays du monde. Nous sommes en urgence épidémique. C'est pour ça d'ailleurs que chaque fois on confond l'état d'urgence à l'urgence épidémique. Nous sommes en état d'urgence, en urgence épidémique. Depuis février, je crois 12 février, que l'OMS a déclaré l'épidémie comme un état d'épidémie, urgence épidémique mondiale. Après, c'est devenu une pandémie. Tout le monde entier est toujours en urgence épidémique. Et c'est dans ces conditions-là, c'est dans ces situations-là que chaque gouvernement prend des dispositions idoines pour pouvoir la gérer. Et quand vous prenez même la loi d'habilitation qui avait été votée le 30 mars, c'est bien précisé dedans. C'est à prendre des ordonnances dans le cadre de la gestion de Covid-19 parce que nous sommes en situation épidémique. Merci. Un autre éditeur voulait savoir si c'est l'état d'urgence qui empêche le gouvernement de tenir le Conseil des ministres. Bon, là, on va poser la question au gouvernement. Mais comme vous êtes secrétaire général d'un ministère... Non, d'un ministère. Oui. Non. Oui, allez-y, docteur. On n'est pas secrétaire général du ministre. On est secrétaire général du ministère. Mais on est directeur de cabinet du ministre. C'est différent. Le ministre a son cabinet, avec son directeur de cabinet, mais le ministère a pour premier responsable le secrétaire général, qui est directement sous le ministre qui gère ce département. Ce qui fait que les directeurs généraux centraux du ministère de la Santé qui passent ici discuter avec vous sont placés directement sous le secrétariat général. En fait, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, si le Conseil des ministres, vous avez dit ça, c'est le Conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Si j'ai encore quelques notions de la Constitution que je lis très souvent, en plus d'autres lois organiques attenantes, est dirigé par le président de la République. C'est en cas d'empêchement ou par délégation que le Premier ministre peut gérer en sa place le Conseil des ministres. Donc quand vous prenez le gouvernement et le Conseil des ministres tel que c'est libellé, vous voyez que nous, secrétaires généraux et autres, les directeurs centraux et autres, nous on est loin de ça. Donc on ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas répondre pourquoi il y a le Conseil des ministres. Il y a un auditeur vous demande qu'est-ce que vous appelez lieu de culte clandestin. Lui-même il a bien dit, si son papa ou ses parents qui ont les lieux de culte à Klakou, que je connais très bien, je salue d'ailleurs la population de Klakou, ils n'ont pas eu l'autorisation formelle d'exister, ça veut dire que ils ne sont pas formels, ça veut dire qu'ils sont dans la clandestinité. Donc c'est l'occasion ici de leur rappeler que même si vous avez des lieux de culte traditionnels, des divinités traditionnelles, vous devez avoir l'autorisation du ministère chargé des cultes. C'est le ministère chargé de l'administration territoriale d'ailleurs qui est en charge des lieux de culte. Donc nos couvents, nos fétiches là, en principe, ça peut-être même les gris-gris, même que les gens portent sur eux, on doit obtenir autorisation. Le gris-gris, c'est pas lieu de culte. Je parle de lieu de culte. Ok, alors il a également dit que vous avez laissé entendre que si on ouvrait les lieux de culte et qu'on trouvait un cas dans un lieu, on le fermerait. Oui, les lieux de culte sont ouverts. Oui, mais il a relevé qu'on a trouvé des cas, enfin, on aurait trouvé des cas en d'autres lieux qui n'auraient pas été fermés. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas bien compris. Les lieux de culte, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Et il est demandé le respect d'un certain nombre de normes. D'accord? Si il advenait que nous trouvons des cas, on n'a pas d'autre solution que de fermer. Oui, peut-être il a compris, mais il a relevé qu'on aurait déjà trouvé d'autres cas positifs de Covid
dans d'autres instances, pas nécessairement d'autres religieux. Sans donner d'exemple, donc je n'en ai pas connaissance au fait, c'est ça. Voilà. Il n'a pas été précis, donc voilà, vous ne pouvez pas lui faire une réponse précise. Voilà, c'est ça. Merci. Il est 12h20. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une question. Oui, il y avait une question d'un auditeur qui voulait savoir ce que nous avions fait. Est-ce que les journalistes ont fait avec l'ambassadeur? Avec l'ambassadeur. Je crois qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec cette décision. C'est vrai que nos confrères lettrés ont repris quand même leur activité. Même certains confrères ont signé une pétition qui devait quand même convoyer au niveau donc des autorités françaises, ne serait-ce que pour marquer leur désapprobation, et en ce qui concerne donc l'attitude donc de l'ancien ambassadeur donc de la France au Togo, qui n'est plus là et qui aux dernières nouvelles serait donc au Bénin. Voilà, et notre ami Waris a compris quand même qu'en ce temps, au Club de la Presse, nous avions abondamment parlé de ces sujets. Un peu de mémoire et nous irons tous de l'avant. Et encore une fois, quand nous ouvrons l'antenne, s'il vous plaît, intervenez sur les sujets débattus au jour le jour. C'est pour mettre à l'aise les invités, les confrères, pour vous répondre. Nous allons maintenant poser le tout dernier acte de l'émission, c'est le carton. Le carton de fin d'émission, carton vert, pour féliciter une personne physique ou morale. Là, je parle au secrétaire général. Vous préparez votre carton. Carton vert pour féliciter. Carton jaune pour mettre en garde. Et carton rouge pour sanctionner. Commençons par Zabdiel Bignake. Votre carton de fin d'émission. Je donne un carton vert au Togo qui maîtrise bien la pandémie. On peut voir dans la sous-région, on peut constater ça avec les chiffres. Le Togo a le plus bas chiffre par rapport aux pays avoisinants, par rapport au pays, le Burkina Faso, le Bénin par exemple. Et pour ça, le Togo a carton vert. Eh bien, ok, on va charger le secrétaire général de porter ce carton-là pour le Togo. Adam Andronou. Oui, moi, mon carton, il est rouge et je l'adresse à tous ces chauffeurs-là lorsque vous longez surtout la nationale numéro 1. Donc, pour exprimer leur détresse et lorsqu'ils sont donc en panne, mettre donc les branchements, les branches des arbres sur la route. Et lorsque ils finissent la maintenance, on laisse ces branches-là. Or, lorsque vous venez en sens inverse, vous êtes naturellement inquiet et donc ces acrobaties des fois occasionnent encore des accidents. Donc je les octroie un carton. Non, vous devez donner 2 cartons rouges pour ça. Oui, bon, carton rouge au ministre aussi. Dans le code de la route, c'est pas avec les branches qu'on doit signaler une panne. Le véhicule doit disposer d'un triangle de pré-signalisation. Tout à fait. Et quand on le pose, après il faut l'enlever. Maintenant, ils font ça, ils détruisent l'environnement. Et puis après, ils s'en vont. Vous avez 2 cartons rouges. Oui, naturellement. Merci de m'avoir donc corrigé. Ok. Abbas Isaka. Oui, moi, je donne un carton rouge à tous ceux-là qui continuent de cracher en pleine circulation, parce que nous sommes en temps de période de Covid et les gens se permettent en circulation, ils sont sur leur moto, dans les voitures et ils envoient des crachats comme ça. Donc moi je leur recommanderais d'avoir au moins des papiers hygiéniques, papiers mouchoirs, 100 francs seulement. 100 francs seulement à leur niveau pour que ces histoires-là ne se font pas. C'est de l'insécurité. Merci. Sylvestre Béni. Non, moi, je n'ai pas de carton, je passe. Secrétaire général, avant votre carton, je voudrais vous exposer une situation. D'accord. Le centre médico-social d'Agogneve, là vous connaissez. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dans ce centre-là ces derniers jours. Bon, je vous explique rapidement. En fait, c'est un centre qui a besoin de gros travaux de génie civil. Donc, les mesures sont en train d'être prises. Parce qu'il faut du financement. Les études de terrain sont déjà faites. Le problème qui se pose, c'est que quand il pleut, l'eau se déverse. Et puis, il y a une rigole devant où, quand ça se stagne, ça pue. Ça, c'est un problème qui est posé tout le temps. Donc, c'est en étude. Ok. C'est en étude. Ok. Là, maintenant, de l'autre côté de la rue, il y a un foufou bar où les gens s'asseyent là-bas, ils mangent, ils boivent. Et c'est la rue qui conduit à la résidence du chef canton d'Agogneve. J'espère que quand on aura fait les travaux pour le CMS, la solution sera aussi trouvée là-bas. Alors, j'ai même échangé avec le directeur chargé des infrastructures au ministère, dans notre ministère, en tout cas sous notre administration, ce matin même. Il me disait qu'il se rendait là-bas parce que la municipalité aussi a fait des études
Donc, eux, ils vont faire l'assainissement autour du CMS. Nous, notre rôle, c'est qu'une fois qu'ils arrivent à faire cet assainissement-là, qui consiste même à creuser des retenues d'eau, quelque chose comme ça, il m'expliquait. Nous, une fois qu'on est sûr que l'eau ne va plus envahir l'intérieur, nous aussi, on va faire les travaux internes de ce CMS-là. Sinon, c'est un carton qu'on préparait pour votre ministère, pour le chef canton d'Agogne-Yévé et pour le maire de la localité. Mais on remet le carton en poche pour le moment. Maintenant, votre carton, SG. Moi, je suis toujours positif. Je donne carton vert à tous les auditeurs de Canal FM. Voilà. Merci. Ça nous fait tout chaud au cœur. Aussi, Beni? Je me suis rappelé d'une situation. Et ce n'est pas un carton que je vais donner. Vous avez, si vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des images qui circulent où 2 gangs ont braqué une dame hier avec du couteau, ils lui ont arraché donc son sac. Les images circulent, donc c'est une occasion d'inviter la population à coopérer. À coopérer donc avec les forces de sécurité. Donc je veux quand même que ces images-là puissent circuler sur toutes les davantage, comme ça là, que la police puisse arrêter ces 2 bandits-là. Merci. Je retiens, coopérons avec les forces de sécurité. Soyons à l'écoute des autorités, adressons-leur des critiques au besoin, mais respectons quand même les consignes que les autorités nous donnent, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. C'est dangereux de continuer à croire que la maladie n'existe pas. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, chaque instant, célébrons la vie.